Lorsqu'il l'a vue assise sur ce trottoir, quelque chose s'est brisé en lui. Elle était la femme de son frère. La veuve de son frère décédé, une femme diplômée de l'université de Boston, désormais réduite à vendre son alliance dans le froid pour le prix d'un repas. Il ne l'avait pas vue depuis des années. Il la croyait à l'abri. Elle ne l'était pas. Et la raison pour laquelle elle se trouvait là, affamée, oubliée, seule sur ce béton, c'était lui. Son choix, sa faute. Mais ce qu'il fit ensuite ne fut pas ce que l'on attendait. Il ne lui offrit pas d'argent. C'était quelque chose de bien plus profond, et personne ne l'avait vu venir. La jeune femme essayait de vendre son alliance, non pas au comptoir d'une bijouterie, ni dans un mont-de-piété propre aux néons blafards et aux reçus imprimés. Elle était assise sur un morceau de carton plié devant une épicerie de l'avenue Atlantique, tenant la bague dans sa paume ouverte comme une hostie, et le vent de décembre faisait trembler ses doigts si fort que le mince anneau d'or ne cessait de glisser vers le bord de sa main. Un panneau de carton était appuyé contre son genou. On pouvait y lire « Or 14 carats, véritable, 40$. » La bague valait au bas mot 600$. Elle en demandait 40 parce que 40$ lui achèterait un lit pour la nuit. L'un de ces lits de camp au refuge pour femmes de la rue Fulton. Celui qui avait encore des places libres si l'on faisait la queue avant 17h. Elle avait appris ce calcul il y a des mois. Le calcul de ce que valent les choses par rapport à ce qu'elles coûtent quand le temps vient à manquer. Elle s'appelait Vivian Callaway. Elle avait 31 ans. Elle possédait un diplôme en littérature comparée de l'université de Boston. Autrefois, elle organisait des dîners où elle accordait les vins au sujet de conversation. Autrefois, elle dansait un slow dans une cuisine de Bay Ridge pendant que son mari chantait faux sur un disque de Sinatra. Aujourd'hui, elle était assise sur du carton, n'avait pas mangé depuis la veille au matin, la peau de ses articulations était gercée par le froid, et personne ne s'arrêtait. De l'autre côté de la rue, un SUV noir tournait au ralenti près du trottoir. L'homme sur le siège arrière n'avait pas prévu de se trouver sur l'avenue Atlantique aujourd'hui. Son chauffeur avait fait un détour pour éviter des travaux sur la 4e, et Rafferty Malone regardait son téléphone, faisant défiler un fil de messages auxquels il ne voulait pas répondre, quand quelque chose attira son regard et le fixa. Une femme sur le trottoir, des cheveux sombres, un manteau mince, une posture qu'il reconnut, non pas de la rue, mais de quelque part de plus ancien, de quelque part d'enfoui. Il abaissa son téléphone. « Arrête la voiture. » Son chauffeur, un homme au cou épais nommé Petrov, jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. « Patron. » »« Arrête la voiture, Petrov. » Le SUV se gara le long du trottoir. Rafferty ne descendit pas. Il resta assis là, observant à travers les vitres teintées, et la reconnaissance s'abattit sur lui comme un poids physique. Pas d'un coup, mais lentement, comme une vague qui se gonfle avant de se briser. Vivian, la femme de son frère, la veuve de son frère, la femme que Callum avait épousée dans cette petite église de travers à Red ou 8 ans plus tôt, celle avec le vitrail auquel il manquait un panneau. La femme qui s'était tenue à l'enterrement dans une robe noire trop grande parce qu'elle avait déjà commencé à perdre du poids à cause du chagrin. La femme qui avait regardé Rafferty par-dessus le cercueil avec une expression qui n'était ni de la colère, ni de la tristesse, mais quelque chose de pire. La reconnaissance plane et épuisée qu'il l'avait laissée tomber et qu'elle n'avait rien attendu d'autre. C'était il y a 4 ans. Il ne l'avait pas revue depuis. Il s'était persuadé, dans les années qui ont suivi la mort de Callum, que Vivian allait bien, qu'elle avait sa famille, son éducation, sa débrouillardise, sa fierté têtue et tranchante. Il s'était raconté tout cela parce que l'alternative, qu'elle soit en train de se noyer et qu'il les regardait sombrer, était une vérité qu'il ne pouvait pas se permettre de porter en plus du reste. Maintenant, elle était assise sur un morceau de carton à essayer de vendre son alliance pour 40$, et chaque mensonge qu'il s'était raconté était assis là, avec elle. Rafferty ouvrit la portière. Le vent le frappa d'abord, puis l'odeur de la rue, les gaz d'échappement, le béton humide, la pourriture sucrée d'une poubelle renversée. Il traversa l'avenue Atlantique sans regarder. Un taxi klaxonna, mais il ne tressaillit pas, car Rafferty Malone ne tressaillait plus devant rien depuis très longtemps. Il avait 43 ans. Il dirigeait l'organisation Malone, basée dans le sud de Brooklyn, et contrôlait un réseau de contrats de construction, d'immobilier sur le front de mer et d'accords de protection bâtis par son père et hérités par le sang et le silence. Il était craint par des hommes qui ne craignaient pas grand-chose. Il avait les tempes grisonnantes et une cicatrice à la mâchoire datant d'une nuit à Sunset Park dont personne ne discutait. Rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. Il s'arrêta à 1 mètre du carton. Assez près pour voir la bague dans sa paume. Assez près pour voir les veines saillantes sur son poignet. Trop visible. Trop bleu. Assez près pour voir que son manteau, un lainage fin gris anthracite, avait été repris à l'épaule avec un fil dépareillé. Vivian leva les yeux. La reconnaissance ne fut pas instantanée pour elle. Elle vint par étapes, la confusion,
puis la concentration, puis une lente crispation de sa mâchoire qui partit de l'articulation pour atteindre sa bouche. Ses yeux, d'un brun foncé, presque noirs, le genre d'yeux qui avait autrefois fait dire à Callum qu'elle pouvait lire vos péchés à travers votre crâne, devinrent inexpressifs. Non, dit-elle. Ce n'était pas une question, mais un verdict. Rafferty resta planté là. Il n'avait rien répété car il ne s'attendait à rien. Et maintenant, sa bouche était vide de tout mot utile. Vivien. Va-t'en, Rafferty. Sa voix était plus basse que dans ses souvenirs. Plus rauque. Elle avait la texture du désusage, de quelqu'un qui était resté des jours sans parler à personne, mais elle était maîtrisée. Même maintenant, assise sur du carton, visiblement affamée, tenant une bague qui aurait dû être enfermée dans un écrin dans un appartement chaleureux, elle se maîtrisait. « Je ne savais pas, dit-il. Je sais que tu ne savais pas. C'est bien là le problème. » Elle referma son poing sur la bague. « Tu ne savais pas parce que tu n'as pas regardé. » Il encaissa. Il ne se défendit pas. Il n'y avait aucune défense possible. « Laisse-moi t'aider. »« T'aider ?» Elle prononça le mot comme s'il avait un mauvais goût. « Tu veux m'aider ?» 4 ans plus tard, un mardi de décembre. « Oui. » Pourquoi? Il n'avait pas de bonne réponse. Ou plutôt, il en avait trop, et aucune n'était noble. Parce que tu es la femme de mon frère. Parce que tu gèles. Parce que j'ai envers toi une dette qui accumule des intérêts depuis 4 ans et que le solde est si élevé que je ne peux le calculer. Parce que j'ai regardé par la vitre d'une voiture et que je t'ai vu. Et que le sol sous mes pieds a bougé et que j'essaie de savoir s'il s'est remis en place. Parce que j'aurais dû le faire il y a 4 ans, finit-il par dire. Vivien le fixa longuement. Un bus passa. La porte de l'épicerie s'ouvrit et se referma derrière eux, laissant échapper un bref rectangle de chaleur et une odeur de café. « Je ne veux pas de l'argent de ta culpabilité, dit-elle. Je ne te propose pas d'argent. Alors que proposes-tu? Une chambre, de la nourriture. Le temps de décider de ce que tu feras ensuite. Elle rit. C'était un son bref et sec, sans humour. Une chambre dans ta maison. Oui. La maison que Callum décrivait comme une forteresse. La maison qui vit de secrets et de silence. Tu veux que j'habite là-bas? Je veux que tu manges un repas et que tu dormes dans un lit ce soir. C'est tout ce que je veux pour l'instant. Vivien regarda la bague dans son poing. Elle regarda les chaussures de Rafferty, noires, cirées, chères, les chaussures d'un homme qui ne s'était jamais demandé où il dormirait. Elle releva les yeux vers son visage, et quoi qu'elle y cherche, elle ne le trouva pas, car son expression ne s'adoucit pas. « Si je viens avec toi, dit-elle très doucement, ce n'est pas un pardon. Ce n'est pas une réconciliation. Ce n'est pas le début d'une histoire de rédemption que tu t'écrirais dans ta tête. Je comprends. Je ne pense pas que tu comprennes, mais j'ai trop froid pour discuter. » Elle se leva. Elle était plus mince qu'il ne l'avait estimée de loin, ses clavicules visibles à travers l'encolure de son pull, ses poignets assez fins pour qu'un homme puisse en faire le tour avec le pouce et l'index. Elle plia le morceau de carton avec la précision de quelqu'un qui avait appris à accorder de la valeur même aux déchets. Elle le coinça sous son bras. « Tu emportes le carton ?» demanda Rafferty. « J'emporte tout ce que je possède, » répondit Vivien, ce qui, à ce stade, se résume à ce carton. Elle passa devant lui vers le SUV sans attendre qu'il lui montre le chemin. Elle ouvrit la portière elle-même. Elle monta et s'assit aussi loin du centre de la banquette arrière que la physique le permettait, pressant son épaule contre la vitre, et elle ne prononça plus un mot de tout le trajet. Rafferty s'assit de l'autre côté et regarda la ville défiler. L'espace entre eux, 1 mètre de cuir, lui semblait plus vaste que n'importe quelle distance qu'il ait jamais connue. La maison se trouvait à Bay Ridge, dans une rue bordée d'arbres où les maisons de grès brun avaient été achetées et rénovées avec un argent qui ne supportait pas un examen de trop près. La résidence de Rafferty occupait la plus grande d'entre elles, un bâtiment de 4 étages avec une grille en fer forgé et un petit jardin que sa mère avait planté avant de mourir et que personne n'avait eu le cœur de supprimer. Vivien se tint sur le trottoir et la regarda comme on regarde un endroit que l'on a vu en photographie mais que l'on n'espérait jamais visiter. Callum lui avait décrit la maison. Il lui avait parlé de la cuisine où leur mère préparait la sauce du dimanche, du bureau au 3e étage où leur père tenait des réunions que les enfants n'avaient pas le droit d'entendre. Il lui avait raconté tout cela avec un mélange de nostalgie et de dégoût qu'elle n'avait jamais pleinement compris jusqu'à présent. Debout devant le bâtiment, elle comprenait qu'il était beau de la manière dont les choses construites sur des fondations difficiles sont belles, structurellement solides, esthétiquement précis et silencieusement hantées. La chambre d'amis est au 2e étage, dit Rafferty derrière elle. Salle de bain privée, verrou à la porte. Un verrou. Tu auras la clé. Personne d'autre. Elle se tourna vers lui.
Pour la première fois depuis le trottoir, quelque chose changea dans son expression. Ce n'était ni de la chaleur, ni de la gratitude, mais la reconnaissance forcée qu'il avait anticipé la bonne inquiétude. « Très bien, » dit-elle. L'intérieur de la maison était plus chaleureux qu'elle ne l'avait prévu, non seulement par la température, mais aussi par les textures. Parquet en bois sombre, rideaux lourds, une cuisine qui sentait le café et quelque chose d'herbacé, du romarin peut-être, ou du thym. Une femme d'une 60aine d'années se tenait devant la cuisinière. Elle se tourna quand ils entrèrent, et son regard passa de Rafferty à Vivien, puis revint, avec l'efficacité alerte de quelqu'un habitué à traiter l'information rapidement et sans poser de questions. « Nora, dit Rafferty, voici Vivien. Elle logera dans la chambre d'amis. » Nora fit un signe de tête. « Je vais mettre des draps propres. Elle doit manger d'abord. » Nora regarda alors Vivien plus attentivement, et quoi qu'elle voie, les joues creuses, le manteau mince, le carton coincé sous le bras, elle l'absorba sans réaction. « Soupe, dit-elle. Et du pain. Je monterai le plateau. »« Je peux manger dans la cuisine, » intervint Vivien. C'était la première chose qu'elle disait depuis la voiture. « Je n'ai pas besoin d'un service en chambre. » Nora jeta un coup d'œil à Rafferty. Il fit un léger signe de tête. « Assieds-toi où tu veux, » dit Nora. Vivien s'assit à la table de la cuisine. Nora posa devant elle un bol de minestrone, riche en haricots et légumes, avec une miche de pain croûté sur le côté. Vivien prit la cuillère. Sa main était ferme et elle mangeait lentement, non pas par plaisir, mais parce qu'elle avait appris qu'un repas pris trop vite après la faim rendait malade. Rafferty restait sur le seuil et regardait, et cette observation était son propre châtiment, car chaque cuillerée maîtrisée était la preuve d'une survie qu'elle n'aurait jamais dû avoir à apprendre. Il la laissa manger et monta dans son bureau. Il s'assit dans le fauteuil derrière son bureau, pressa ses paumes contre la surface du bois et respira. Ce bureau avait été celui de son père. Le fauteuil aussi. Le poids sur sa poitrine n'appartenait qu'à lui seul. Callum, son frère, avait 2 ans de moins, plus léger en tout point. Un rire plus léger, un pas plus léger, une conscience plus légère. Callum n'avait jamais voulu des affaires. Il voulait une vie normale et il avait presque réussi à s'en construire une. Il avait épousé Vivien. Il avait trouvé un emploi de gérant de librairie à Park Slope. Il avait cessé de répondre aux appels des associés. Il s'était coupé des activités familiales. Comme on coupe un fil d'un vêtement, avec soin, en espérant que le reste tiendra. Mais le reste n'avait pas tenu. Les circonstances de la mort de Callum étaient simples en résumé et dévastatrices en détail. Il y a 4 ans, Rafferty négociait un différend territorial avec la famille Pavlovich, un clan russe qui contrôlait une partie du front de mer. Les négociations avaient tourné court. Il y avait eu des menaces. Rafferty avait renforcé la sécurité autour de ses propres propriétés, de ses propres hommes. Il n'avait pas renforcé la sécurité autour de Callum car Callum était en dehors de tout ça. Callum était un civil. Callum était en sécurité. Les Pavlovich ne l'avaient pas vu ainsi. Ils avaient enlevé Callum un jeudi soir devant la librairie alors qu'il fermait. Ils l'avaient retenu pendant 2 jours. La demande était simple. Rafferty devait céder 3 pâtés de maison sur le front de mer et un contrat de construction de 12 millions de dollars. Rafferty avait refusé. Pas immédiatement, pas avec froideur. Il avait refusé parce que ses conseillers lui disaient que céder déclencherait une cascade. Chaque famille de l'arrondissement y verrait une faiblesse et les Malone passeraient la décennie suivante à repousser les escalades. Il avait refusé parce que le calcul stratégique disait qu'une capitulation coûterait plus de vie à long terme que de maintenir sa position. Il avait refusé, puis il s'était mobilisé. Il avait envoyé ses meilleurs hommes. Il avait réclamé des faveurs. Il avait actionné tous les leviers possibles. Ils avaient retrouvé Callum le samedi matin dans un entrepôt à Red Hook. Il était mort depuis environ 6 heures. Le médecin légiste avait conclu à un traumatisme crânien par objet contondant. Un passage à tabac qui avait mal tourné, ou peut-être exactement comme prévu, selon le côté de l'équation où l'on se plaçait. Rafferty avait passé l'appel lui-même. Il s'était tenu dans son bureau, derrière ce meuble, et il avait composé son numéro. Et quand elle avait répondu, la voix enjouée et confiante, demandant si Callum rentrait pour le dîner, il lui avait dit que son mari était mort. Il ne lui avait pas dit pourquoi. Il ne lui avait pas parlé de la négociation, du refus, du calcul stratégique. Il avait dit que Callum avait été tué lors d'un acte de violence lié aux affaires de la famille, que les responsables seraient punis, qu'elle ne devait pas s'inquiéter pour sa sécurité et qu'il était désolé. Elle était restée silencieuse pendant 11 secondes. Il les avait comptés. Puis elle avait dit très clairement. Il était en dehors de tout ça. Il était en dehors, et ils sont quand même venus le chercher. Oui. À cause de toi. Il n'avait pas répondu,
car la réponse était oui et il ne pouvait pas la prononcer. Après les funérailles, Vivien avait disparu. Pas de façon spectaculaire. Elle ne s'était pas enfuie en faisant une scène. Elle avait simplement cessé d'être joignable. Son numéro de téléphone avait changé. Son appartement de Park Slope avait été libéré. Les rares contacts mutuels qui auraient pu savoir où elle se trouvait disaient qu'elle était partie vivre chez une cousine dans le New Jersey. Et Rafferty avait accepté cette explication car l'accepter était plus facile que l'alternative. Maintenant, il connaissait l'alternative. L'alternative, c'était du carton sur l'avenue Atlantique et une alliance pour $40. Il s'assit dans le fauteuil de son père, pressa ses paumes contre le bureau de son père et comprit, avec la clarté sourde d'un homme à court de mensonges, qu'il avait tué son frère, puis abandonné la femme de son frère, et qu'aucune quantité de territoire, d'argent ou de pouvoir ne pourrait racheter les années qu'elle avait passées pour finir sur ce trottoir. La première semaine fut faite de silence. Vivien restait dans la chambre d'amis. Elle descendait pour les repas, toujours dans la cuisine, toujours assise sur la même chaise, la plus proche de la porte arrière, comme pour se rappeler qu'elle pouvait partir. Elle mangeait ce que Nora préparait. Elle remerciait Nora. Elle ne remerciait pas Rafferty. Elle ne lui adressait pas du tout la parole, sauf par nécessité logistique. J'ai besoin d'une brosse à dents. Il y a des fournitures dans l'armoire de la salle de bain. L'armoire est fermée à clé. Je vais demander à Nora de l'ouvrir. Très bien. Des conversations de ce genre, fonctionnelles, minimales, dépouillées de tout ce qui pourrait accidentellement créer un lien. Vivien y mettait une précision qui indiquait à Rafferty qu'elle le faisait exprès. Maintenir la frontière, non par mesquinerie, mais par nécessité, comme quelqu'un qui se remet d'une brûlure évite la chaleur. Il respectait cela. Il lui laissait de l'espace. Il partait travailler le matin avant qu'elle ne descende et rentrait le soir après qu'elle soit retournée dans sa chambre. Quand leurs chemins se croisaient dans le couloir, il s'écartait. Quand elle était dans la cuisine, il allait dans son bureau. Il lui avait dit qu'il ne s'agissait pas de rédemption, et il s'efforçait de le prouver en devenant invisible dans sa propre maison. C'est Nora qui franchit le mur sans le vouloir. Le 8e jour, Vivien descendit et trouva Nora luttant pour ouvrir un bocal de sauce tomate, ses mains déformées par l'arthrite. Sans un mot, Vivien prit le bocal, tourna le couvercle et le posa sur le comptoir. « Merci, » dit Nora. Avant, ses mains ouvraient n'importe quoi. « Ma grand-mère avait le même problème, » dit Vivien. Elle utilisait un élastique autour du couvercle. Ça donne de l'adhérence. Nora la regarda. Une femme intelligente, ta grand-mère. Pratique. Elle a survécu à la Grande Dépression dans un immeuble de Dorchester. Elle pouvait faire un repas avec un oignon et une conviction. Nora rit. Un vrai rire, pas une politesse. Assieds-toi. Je prépare la sauce. Tu peux me parler d'elle. Vivien hésita. Rafferty pouvait le voir depuis le couloir où il se tenait, encore en manteau, venant de franchir la porte d'entrée. Il pouvait voir le calcul derrière ses yeux. Le risque d'un lien, le danger du confort, pesait contre le simple attrait humain d'une cuisine chaleureuse et de quelqu'un prêt à écouter. Elle s'assit. Pendant l'heure qui suivit, alors que Nora cuisinait et que Vivien parlait, Rafferty resta dans le couloir à écouter une voix qu'il n'avait jamais entendue dans ce registre. Non pas le ton plat et maîtrisé qu'elle utilisait avec lui, mais quelque chose de plus chaud, quelque chose qui montait et descendait avec le rythme naturel d'une personne qui avait autrefois été à sa place dans le monde. Elle parlait de sa grand-mère. De son enfance à Dorchester. Elle raconta l'hiver où sa grand-mère lui avait appris à faire du pudding au pain avec des baguettes rassis, comment la cuisine sentait la vanille et la muscade, et comment elle n'avait jamais pu reproduire la recette car sa grand-mère mesurait tout à la main et refusait de rien noter. Il resta là jusqu'à ce que ses jambes le fassent souffrir, puis il monta sans se signaler, car entrer dans la cuisine aurait été mettre fin à ce qu'il entendait, et il préférait avoir mal que de réduire cela au silence. La 2e semaine, le silence commença à se fissurer. Pas entre Vivien et Rafferty, ce mur-là tenait bon. Mais la présence de Vivien dans la maison commença à s'étendre au-delà de la chambre d'amis et de la chaise de cuisine. Il trouva un livre sur l'étagère du bureau avec un marque-page qu'il ne reconnut pas, un reçu d'épicerie plié, placé au début du chapitre 4 d'un recueil de Tchekhov. Il trouva la porte arrière déverrouillée un matin et découvrit des empreintes de pas dans le jardin gelé, de petites traces menant au banc sous le cornouiller nu que sa mère avait planté. Elle lisait ses livres. Elle s'asseyait dans le jardin de sa mère. Elle occupait les espaces qu'il avait laissés vides, et la maison, qui avait été sa forteresse pendant des années, commençait à ressembler à autre chose, non pas envahie, mais habitée. Le 14e jour, il rentra tard, après minuit. Une réunion à Red Hook s'était éternisée, et sa mâchoire était crispée par l'effort de tenir des conversations qu'il méprisait.
Il entra par la porte de la cuisine, s'attendant à l'obscurité, et trouva la lumière au-dessus de la cuisinière allumée et Vivien assise à la table avec un mug de thé et le Tchekhov. Elle leva les yeux. Elle ne ferma pas le livre. « Tu lis Tchekhov » demanda-t-il. « J'ai un diplôme en littérature comparée. Je lis tout. » Il se dirigea vers le comptoir, se servit un verre d'eau, resta debout le dos à l'évier et but. La pièce était silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge au-dessus du fourneau et du bruit d'une page que l'on tourne. « Callum m'avait dit que tu ne lisais pas, » dit-elle. Callum se trompait sur beaucoup de choses. Il disait que tu pensais que les livres étaient une perte de temps. J'ai dit ça une fois, quand j'avais 22 ans. Il ne me l'a jamais pardonné. Un silence s'installa. Puis, très légèrement, le coin de sa bouche bougea. Pas un sourire, l'ombre d'un sourire. Le fantôme d'une expression qui aurait pu être un sourire si les conditions avaient été différentes. Il ne l'aurait pas fait, dit-elle. Il aimait cultiver les rancunes. Il était doué pour ça. Un autre silence suivit. Mais celui-ci était différent. Celui-ci avait une consistance. La consistance de deux personnes reconnaissant une perte commune sans la nommer. Comme on reconnaît une tempête en parlant du temps qu'il fait après. « Je vais me coucher », dit Vivien. Elle se leva et prit son mug et son livre. Sur le seuil de la porte, elle s'arrêta. « Le Tchekhov est bon. Tu as du goût. Ne le dis à personne. Ça ruinerait ma réputation. » Elle ne sourit pas, mais elle ne sourit pas non plus. Elle partit, et Rafferty resta dans la cuisine, tenant son verre d'eau, et pour la première fois en 14 jours, l'espace entre eux lui sembla être une frontière plutôt qu'un abîme. Les micro-moments s'accumulèrent. Un matin où Vivien était déjà dans la cuisine quand il descendit, et au lieu de partir, elle lui servit une tasse de café sans qu'il l'ait demandé, la posa sur le comptoir et retourna à son livre sans un mot. Un après-midi où il la trouva dans le jardin, à genoux dans la terre gelée, examinant les rosiers dormants que sa mère avait plantés. « Ils ont besoin d'être taillés », dit-elle quand il apparut. « Ils reviendront au printemps, mais seulement si quelqu'un coupe le bois mort maintenant. » Il lui tendit les sécateurs de la remise sans qu'elle le demande, elle les prit sans le remercier, et ils travaillèrent en silence côte à côte pendant 1 heure. Elle sur les roses, lui dégageant les feuilles mortes des plates-bandes, aucun d'eux ne mentionna que c'était le plus long moment qu'ils passaient dans le même espace sans parler ou fuir. Une nuit où il entendit de la musique venant de la chambre d'amis, douce, à peine audible à travers le mur. Ella Fitzgerald, une voix comme du miel versé lentement. Il resta dans le couloir et reconnut la chanson, « Someone to Watch Over Me ». Callum l'avait jouée sur le tourne-disque de leur mère lors de la réception après leur mariage, et Vivien avait ri, l'avait traité de sentimentale, puis avait dansé pieds nus dessus. Rafferty pressa son front contre le mur et resta là jusqu'à la fin du morceau. La confrontation eut lieu un dimanche. C'était fin janvier. Une tempête de neige avait paralysé la ville et la maison était plus silencieuse que d'habitude. Nora était partie chez sa sœur pour le week-end. Petrov était bloqué par la neige dans son appartement de Gowanus. Ils n'étaient que tous les deux, isolés par la météo et le silence. Vivien était dans le bureau. Elle lisait, non pas du Tchekhov cette fois, mais quelque chose qu'elle avait trouvé dans le tiroir du bas du bureau, un carnet à la couverture de cuir, vieux, rempli de l'écriture de Rafferty. Elle entra dans la cuisine en le tenant. Rafferty préparait des pâtes. Un travail mécanique simple, faire bouillir l'eau, hacher l'ail, ouvrir un bocal de sauce. Il avait ses manches retroussées jusqu'au coude et un torchon sur l'épaule. Il ressemblait, un instant, à un homme qui n'était pas dangereux. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. Il se tourna. Il vit le carnet. Son expression ne changea pas, mais quelque chose derrière ses yeux se verrouilla. Comme une porte de coffre-fort qui se ferme. « Où as-tu trouvé ça ?»« Tiroir du bas de ton bureau. Il n'était pas fermé à clé. »« Je n'ai pas dit qu'il l'était. J'ai demandé où tu l'avais trouvé. Et je te l'ai dit. Maintenant, je te demande ce que c'est. » Il éteignit le brûleur. Il posa le torchon sur le comptoir. Il regarda le carnet dans ses mains. Le silence dans la cuisine était celui d'une pièce sur le point de contenir quelque chose qui ne pourra plus être repris. « C'est un journal, » dit-il. « Je l'ai écrit. L'année de la mort de Callum. » Vivien l'ouvrit. Elle en avait manifestement déjà lu des passages. Ses mains allaient vers des pages spécifiques avec la mémoire musculaire de quelqu'un qui a lu et relu. « Tu as écrit sur la négociation, » dit-elle. Sa voix était très égale, très maîtrisée, et c'est ainsi que Rafferty sut qu'elle était au bord de la rupture. Elle était le plus calme quand elle était le plus proche de la destruction. L'accord Pavlovitch, les 3 pâtés de maison. Oui. Tu as écrit que tu refusais de céder,
que tes conseillers te disaient que c'était la seule option stratégique, qu'une capitulation aurait coûté plus de vie dans l'ensemble. Oui. Tu as écrit que tu savais, en refusant, qu'il y avait un risque qu'il monte d'un cran. Oui. Un risque qu'il le tue. L'horloge fit entendre son tic-tac. La casserole sur la cuisinière siffla doucement sous l'effet de la chaleur résiduelle. Oui. Vivien referma le carnet. Elle le serra contre sa poitrine, pressant le cuir contre son sternum. Ses yeux étaient brillants et terribles. Tu savais, dit-elle. Tu savais qu'il pourrait le tuer, et tu les as laissés faire. Je ne les ai pas laissés faire. J'ai essayé de le récupérer. J'ai mobilisé tout ce que j'avais. Après avoir refusé. Après avoir refusé. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que te le dire aurait signifié admettre que j'ai pesé la vie de mon frère face à un calcul commercial, et que mon frère a perdu. Les mots restèrent suspendus dans la cuisine comme de la fumée. Vivien le fixa. Il lui rendit son regard. Aucun d'eux ne bougea. Tu aurais pu leur donner ce qu'ils voulaient, murmura-t-elle. Je sais. 3 pâtés de maison et un contrat. 12 millions de dollars. C'est ce que Callum valait pour toi. C'est ce que je me suis dit que ce n'était pas, mais tu as raison. C'est à cela que ça s'est résumé. Et ensuite tu m'as appelé et tu as dit qu'il était mort. Et tu as dit que les responsables seraient punis. Et tu ne m'as jamais dit que la personne la plus responsable, c'était toi. Rafferty encaissa le coup. Il ne broncha pas. Il ne chercha ni à se défendre, ni à expliquer, ni à contextualiser. Il se tenait dans sa cuisine, manches retroussées, avec le sang de son frère sur son registre, et laissait la femme que son frère avait aimée lui dire la chose la plus vraie qu'on lui ait jamais dite. Tu as raison, dit-il. C'est tout? C'est tout ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu veux que je dise, Vivien? Que j'ai pris la mauvaise décision. J'ai pris la mauvaise décision. Que j'ai passé 4 ans à le savoir. J'ai passé 4 ans à le savoir. Que je me réveille à 3 heures du matin, allongé dans le noir, à calculer ce que valent ces blocs aujourd'hui et à le diviser par la vie de mon frère. Je fais ça chaque nuit. Sa voix avait monté, pas jusqu'au cri, mais vers quelque chose de brut et de fêlé. Le son d'un homme qui retenait un mur et qui vient de sentir la première brèche. Ses mains étaient à plat sur le comptoir, les tendons de ses avant-bras saillaient comme des câbles, et sa respiration était saccadée. Je ne peux pas réparer ça, dit-il. Je ne peux pas le ramener. Je ne peux pas effacer cette décision. Je peux te dire que je n'ai pas dormi une nuit entière depuis sa mort. Je peux te dire que j'ai rejoué cette négociation 10 000 fois. Et dans chaque version, je fais un choix différent. Et il rentre à la maison et tu n'es pas assise sur un trottoir en décembre. Mais je ne peux pas te donner ces versions. Je ne peux te donner que ceci. Ce qui est devant toi. Cette maison, cette chambre. Le fait que je t'ai trouvé et que j'essaie, trop tard, de faire la seule chose que j'aurais dû faire il y a 4 ans. Vivien pleurait, sans drame, sans sanglots, sans bruit, juste des larmes traçant des lignes parallèles sur son visage, tombant de sa mâchoire. Elle tenait le carnet contre elle, et les larmes tombaient sur la couverture de cuir. Elle ne fit aucun geste pour les essuyer. « Tu aurais dû me le dire, » dit-elle. « Je sais. » Dès le début. Avant l'enterrement. Avant que je me tienne dans cette église et que je le pleure sans comprendre ce que je pleurais. Je sais. Je pleurais un acte de violence gratuit, un accident lié au hasard, au mauvais endroit au mauvais moment. Je pleurais quelque chose de dénué de sens, alors que tout ce temps, cela avait un sens. Cela avait une raison. Cela avait un nom. Le tien. Il ferma les yeux. Quand il les rouvrit, ils étaient humides. Oui, dit-il. La tempête de neige faisait rage au dehors. La lumière de la cuisine bourdonnait. 2 personnes se tenaient de part et d'autre d'un comptoir avec 4 ans de chagrin et de vérité entre elles, et aucune ne savait ce qui allait se passer ensuite. Vivien posa le carnet sur la table. Elle essuya son visage du revers de la main. Elle tira une chaise et s'assit. « Prépare les pâtes, dit-elle. »« Quoi ? » ?»« Tu es en train de faire des pâtes. Finis-les. » Il la regarda. Elle le regarda. Quelque chose passa entre eux. Pas du pardon, pas de la compréhension, mais la reconnaissance qu'ils étaient toujours là, tous les deux dans cette pièce, que la vérité avait été dite et que les murs ne s'étaient pas effondrés. Il ralluma le brûleur. Ils mangèrent en silence. Les pâtes étaient trop cuites parce qu'il avait laissé l'eau bouillir trop longtemps pendant la conversation, et la sauce venait d'un bocal. Et aucun d'eux ne fit de commentaire sur la qualité, car la qualité n'était pas la question. La question était qu'ils mangeaient ensemble à la même table après que la pire des choses avait été dite, et qu'aucun des deux n'était parti. Après le dîner, Vivien reprit le carnet et le lui tendit. « Garde-le, »
dit-il. Je n'en ai plus besoin. Pourquoi? Parce que tu sais maintenant. Tout ce qu'il y a dans ces pages, tu le sais. Ce carnet était l'endroit où je gardais la vérité quand je ne pouvais pas la dire. Tu es la seule personne à qui je l'ai dite. Elle regarda le carnet. Elle le regarda, lui. Elle le mit dans la poche du pull que Nora lui avait donné, un vêtement trop grand, en laine vert foncé, avec des poches assez grandes pour transporter la confession d'un homme. Bonne nuit, Rafferty. Bonne nuit, Vivien. Elle monta à l'étage. Il fit la vaisselle. L'eau chaude coulait sur ses mains, il la regardait s'accumuler dans l'évier et il respirait lentement. De la façon dont on respire après avoir retenu son souffle pendant 4 ans et l'avoir enfin, douloureusement, laissé s'échapper. Quelque chose changea après cette nuit-là. Pas de façon spectaculaire, ni par de grands gestes ou des réconciliations larmoyantes. Le changement fut géologique, lent, profond, mesuré en millimètres, mais il était bien là. Vivien cessa de battre en retraite quand Rafferty entrait dans une pièce. Elle ne venait pas vers lui, mais elle cessait de s'éloigner. Et dans la grammaire de leur coexistence, cette absence de retrait était une phrase qui disait plus que des mots. Elle commença à laisser des objets dans les espaces communs. Une écharpe sur le dossier du canapé, une tasse de thé à moitié finie sur le bureau du 3e étage, le Tchekhov ouvert face contre terre sur l'accoudoir du fauteuil de lecture, de petits marqueurs territoriaux. Non pas une revendication de propriété, mais l'aveu qu'elle était là et qu'elle n'avait pas l'intention de partir pour le moment. Rafferty remarquait tout, il était entraîné à remarquer. Dans son monde, les détails étaient une monnaie d'échange, et en oublier un pouvait coûter la vie. Mais remarquer Vivien était différent de remarquer une menace. C'était plus doux, et cela faisait plus mal. Il remarqua qu'elle buvait son thé avec du miel, mais sans lait. Il remarqua qu'elle lisait les pieds recroquevillés sous elle. Il remarqua qu'elle touchait sa clavicule quand elle réfléchissait, un petit geste inconscient, comme pour vérifier que son cœur était toujours là. Il remarqua qu'elle commençait à reprendre du poids. Ses joues se remplissaient légèrement, les ombres sous ses yeux s'estompaient, et ce changement ne la faisait pas paraître simplement plus saine, mais plus présente, plus solide dans l'espace qu'elle occupait. Il remarqua qu'elle l'observait aussi, pas de façon évidente comme au début avec suspicion et distance. C'était autre chose. Des regards quand elle pensait qu'il ne regardait pas. Des instants où ses yeux se posaient sur lui pendant les intervalles calmes d'une soirée, puis s'écartaient quand il tournait la tête. Il captait ses regards comme on capte la lumière sur l'eau, brièvement, indirectement, sachant que les regarder en face les ferait disparaître. Février arriva. Les rosiers que Vivien avait taillés commencèrent à montrer les premiers signes de vie. De minuscules bourgeons rouges à l'extrémité des tiges, pas plus gros que des têtes d'allumettes. Elle les vérifiait chaque matin, agenouillée dans le jardin froid avec une concentration que Rafferty trouvait presque sacrée, comme si elle surveillait une promesse que le monde avait faite et dont elle n'était pas encore sûre qu'elle serait tenue. Un matin, il lui apporta une paire de gants de jardinage. De bons gants, doublés de cuir, le genre qui coûte cher. Il les posa sur le banc du jardin et rentra sans mot dire. Elle les portait le lendemain matin. Elle n'en parla pas. Mais quand elle rentra du jardin, ses mains étaient chaudes, et elle lui servit une tasse de café sans qu'il le demande. Cet échange, des gants contre du café, de la chaleur contre de la chaleur, fut ce qui ressemblait le plus à de la tendresse que l'un ou l'autre se soit autorisé. La conversation qui changea les choses eut lieu dans le bureau par une nuit de la mi-février, alors que le radiateur cliquetait et que Rafferty faisait semblant de lire un rapport financier. Vivien était dans le fauteuil de lecture avec le Tchekhov. Elle l'avait recommencé depuis le début, ce qui indiquait à Rafferty qu'elle le lisait pour le réconfort plutôt que pour le contenu. Elle avait les pieds recroquevillés sous elle. La lampe à ses côtés projetait un cercle chaleureux qui s'arrêtait au bord de son bureau, et ils occupaient tous deux leurs îlots de lumière séparés comme 2 îles dans une même étendue d'eau. « Pourquoi Callum ne parlait-il jamais de toi » demanda-t-elle. Rafferty leva les yeux. Il ne le faisait pas. Il parlait de la famille. Il parlait de votre père, de votre mère, des affaires. Mais quand je l'interrogeais spécifiquement sur toi, sur ce que tu étais, sur votre relation, il changeait de sujet. Nous n'étions pas proches. Des frères dans une famille du milieu ne sont pas proches. Des frères dans une famille du milieu, c'est compliqué. Callum était celui qui voulait sortir. J'étais celui qui est resté. Cela a créé une distance qu'aucun de nous n'a su combler. Voulais-tu la combler ? Il posa le rapport. Je voulais qu'il soit en sécurité. Je me disais que c'était la même chose. Ça ne l'était pas. Non. L'aimais-tu ? La question était simple et tomba comme une pierre dans une eau calme. C'était mon frère. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Rafferty regarda le bureau de son père,
Le bureau où les décisions étaient prises et leurs conséquences classées dans des tiroirs qui ne se fermaient jamais tout à fait. Je l'aimais, dit-il. Je ne savais pas comment le montrer d'une manière qu'il puisse reconnaître. Tout ce que j'ai fait, la distance, la protection, même la décision qui l'a tué. Je me disais que c'était de l'amour. Mais l'amour que l'autre personne ne peut pas ressentir n'est pas de l'amour. C'est juste de la stratégie. Vivien resta silencieuse un long moment. Le radiateur cliquetait. Une voiture passa dehors, ses phares balayant le plafond. Il t'aimait aussi, dit-elle. Il ne l'a jamais dit. Mais il gardait une photo de vous deux dans sa table de chevet. Vous étiez enfant. 7, peut-être 8 ans, devant cette maison. Tu avais ton bras autour de son épaule. La gorge de Rafferty se serra. Il connaissait cette photo. Il en avait une copie identique dans sa chambre, dans un cadre posé sur sa commode, face contre terre parce que la regarder était un luxe qu'il ne s'autorisait pas. Je me souviens du jour où elle a été prise, dit-il. C'était Pâques. Notre mère nous avait fait porter des costumes assortis. Callum détestait ça. Il n'arrêtait pas de tirer sur son col. Il tirait toujours sur ses cols. Il l'a fait à notre mariage. Je me souviens que tu étais là. Au dernier rang. Je n'ai pas vu que tu n'étais pas resté pour la réception. Je sais. Je t'ai cherché. L'aveu s'installa entre eux comme une troisième présence. Elle l'avait cherché à son mariage avec son frère. Elle l'avait cherché. Pourquoi ? Demanda-t-il. Parce que Callum disait que tu ne viendrais pas et je voulais qu'il ait tort. Je voulais que sa famille soit au complet pour une journée. Je suis désolée. Tu le dis souvent. Je le pense souvent. Un autre silence s'ensuivit. Mais celui-ci était différent de tous les silences précédents. Celui-ci était plein, non pas de non-dits, mais de choses qui avaient été dites et qui prenaient leur place. Comme des meubles que l'on dispose dans une pièce enfin utilisée. Vivien déplia ses jambes et se leva. Elle traversa la pièce et s'arrêta au bord de son bureau. Elle était assez proche pour qu'il voie la maille fine de son pull, la minuscule cicatrice sur son sourcil gauche qu'elle avait racontée à Nora s'être faite en tombant d'une balançoire à 9 ans. Elle mit la main dans la poche du pull vert et sortit le journal. Elle le posa sur le bureau devant lui. Je l'ai lu 3 fois, dit-elle. Chaque page, chaque entrée. Je sais. Le dos est craqué aux pages de mars. Les entrées de mars sont les pires. C'étaient les plus dures à écrire. Elle posa sa main sur le journal. Ses doigts étaient à quelques centimètres des siens, touchant tous deux la couverture de cuir. Le livre qui contenait la vérité entre ses pages comme des fleurs séchées. Je ne suis pas prête à te pardonner, dit-elle. Je ne le serai peut-être jamais. Mais je comprends maintenant que ce qui est arrivé à Callum n'est pas arrivé parce que tu ne t'en souciais pas. C'est arrivé parce que tu te souciais des mauvaises choses. Et ce n'est pas la même chose que de ne pas s'en soucier. Est-ce mieux ou pire ? Je n'ai pas encore décidé. Elle retira sa main. Bonne nuit, Rafferty. Bonne nuit, Vivien. Elle partit. Il s'assit à son bureau et posa sa main là où la sienne avait été sur le journal. Le cuir était chaud de son contact. Mars arriva comme une expiration. Les roses fleurirent, sans fracas, 3 bourgeons, puis 5, puis 7, de petits points rouges s'ouvrant sur quelque chose de doux. Vivien s'en occupait chaque matin avec ses gants de cuir et une concentration qui frisait la dévotion. Le jardin, qui avait été une terre morte pendant des années, commença à montrer des signes de vie au-delà des rosiers. Des crocus perçant le sol, le cornouiller commençant à bourgeonner. À l'intérieur de la maison, la géographie avait changé. Vivien ne s'asseyait plus sur la chaise la plus proche de la porte. Elle s'asseyait sur celle près de la fenêtre, celle qui captait la lumière du matin, celle dont Nora disait qu'elle était la préférée de la mère de Rafferty. Elle laissait ses chaussures près de la porte arrière. Elle accrochait son manteau au crochet près de l'entrée de la cuisine. Le carton qu'elle avait transporté depuis l'avenue Atlantique avait disparu. Rafferty ne savait pas quand elle s'en était débarrassée, mais cette absence semblait significative. L'abandon d'un outil de survie qui n'était plus nécessaire. Ils dînaient ensemble désormais. Pas tous les soirs, mais la plupart du temps. Nora cuisinait, et tous trois s'asseyaient à la table de la cuisine. La conversation portait parfois sur rien. La météo, un livre, la question de savoir si l'épicerie du coin faisait de bons sandwichs. Et parfois surtout, livrée par petites doses prudentes que chacun pouvait absorber. Une nuit, Vivien rit. Un vrai rire. Nora avait raconté l'histoire d'un plombier venu réparer l'évier qui avait passé toute sa visite à essayer d'expliquer les crypto-monnaies. Et Vivien rit, un son plein, franc, sans défense. Rafferty sentit quelque chose se fendre dans sa poitrine. Pas douloureusement, mais comme une coquille qui se brise quand quelque chose de vivant pousse à l'intérieur.
Il la regarda de l'autre côté de la table, elle riait encore, la lumière éclairait son visage, et pendant un instant incontrôlé, il s'autorisa à la voir non pas comme la veuve de son frère, non pas comme la femme qu'il avait laissé tomber, non pas comme une dette ou une obligation, mais comme elle-même. Une femme intelligente, réservée, têtue, gentille et brisée d'une manière qui correspondait à ses propres fractures. Une femme assise à sa table, dans le fauteuil de sa mère, riant d'une histoire de plombier et qui, contre toute attente raisonnable, était toujours là. Elle surprit son regard. Le rire s'estompa, mais pas totalement. Une trace en restait dans ses yeux, et ce qu'il y vit n'était ni l'hostilité glaciale des premiers jours, ni la distance lasse de la deuxième semaine, mais quelque chose de plus complexe. Une reconnaissance, l'aveu que quelque chose se passait entre eux que ni l'un ni l'autre n'avait demandé, et que ni l'un ni l'autre ne savait comment arrêter. Elle détourna le regard la première. Le premier contact physique arriva par accident. Ils étaient dans le jardin. C'était fin mars. Les roses étaient en pleine floraison, rouges sombres, lourdes, improbables. Vivien en coupait une, tenant la tige de la main gauche et maniant le sécateur de la droite. Quand une épine la piqua à travers le gant, elle tressaillit. « Fais-moi voir », dit Rafferty. Il était à ses côtés avant même d'avoir fini sa phrase. Il prit sa main, pas avec douceur ni tendresse, mais avec l'urgence pratique de quelqu'un qui évalue les dégâts, et la retourna. Une perle de sang pointait à travers le cuir à la base de son pouce. « Ce n'est rien, dit-elle. Enlève le gant. » Elle retira le gant. L'épine était allée assez profond pour provoquer un écoulement régulier, et le sang coulait le long de son poignet. Rafferty sortit le mouchoir de sa poche de veste, blanc, monogrammé, le genre de choses que son père portait, et le pressa sur la plaie. « Appuie fort, dit-il. Je sais comment stopper un saignement, Rafferty. » Alors appuie fort. Elle appuya. Il ne lâcha pas sa main. Ils restèrent ainsi dans le jardin, ses doigts enlacés autour de son poignet, le mouchoir entre eux devenant lentement rouge, et l'intimité de l'instant fut si soudaine et si brute qu'aucun d'eux ne sut comment y mettre fin. « Tu peux lâcher, dit-elle. » Il lâcha prise. Elle garda le mouchoir pressé sur son pouce. Elle regarda la rose qu'elle avait coupée. Elle était tombée au sol et ses pétales étaient éparpillés sur la terre comme des gouttes de sang. « C'est toi qui les as fait pousser, » dit Rafferty. « Tu les as ramenés à la vie. Ta mère les a plantés. J'ai juste coupé les parties mortes. C'est la même chose. » Elle le regarda. La lumière de l'après-midi était derrière elle, ses cheveux étaient détachés, il y avait du sang sur sa main, de la terre sur ses genoux et une rose à ses pieds. Elle était la chose la plus présente, la plus vivante, la plus bouleversante qu'il ait jamais vue. « Rafferty, » dit-elle. « Oui. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ?» Il savait ce qu'elle demandait. Il ne s'agissait pas du jardin, ni de leur arrangement. Elle l'interrogeait sur ce qui s'était construit entre eux depuis cette nuit dans la cuisine. Cette chose qui vivait dans les regards, les silences, le café servi sans un mot et la main tenue dans un jardin. « Je ne sais pas, » répondit-il. Et pour la première fois de sa vie, l'aveu d'ignorance ne lui sembla pas être une faiblesse. C'était la seule chose honnête possible. « Je ne peux pas, » dit-elle. « Tu sais que je ne peux pas. »« Je sais. » « C'était ton frère. »« Je sais. »« Et moi j'étais sa femme. »« Je sais, Vivien. » Elle ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, ils étaient clairs. « Mais je n'ai pas envie de partir, » dit-elle. « Alors ne pars pas. » Elle resta là, du sang sur la main et la vérité dans les yeux. Puis elle se pencha, ramassa la rose tombée et rentra à l'intérieur. Rafferty resta dans le jardin et regarda l'endroit où ses genoux avaient marqué la terre. L'empreinte demeurait, preuve de sa présence, témoignage que tout cela était réel. C'est en avril qu'elle vint dans son bureau et ferma la porte derrière elle. Il était à son bureau, en train de travailler pour de bon cette fois. Il examinait des appels d'offres pour la construction, ses lunettes de lecture sur le nez. La lampe créait son habituel îlot de lumière, et la pièce sentait le vieux bois et le papier. Elle resta un moment sur le seuil, puis traversa la pièce et s'assit dans le fauteuil en face de son bureau, celui où s'asseyaient les associés, là où les gens venaient demander des faveurs, faire des rapports ou négocier des termes. Elle s'y installa comme si elle était là pour affaire. « J'ai pris une décision, » dit-elle. Il enleva ses lunettes. Il posa son stylo. « Je vais chercher un travail, » poursuivit-elle. Nora m'a parlé d'une librairie d'occasion sur la 5e avenue qui recrute. J'ai de l'expérience. Je gérais les stocks à la librairie de Park Slope quand Callum était vivant. Je vais postuler. Très bien. Je vais trouver un appartement. Quelque chose de petit, quelque chose à moi. Très bien. Je vais quitter cette maison. Je vais partir. Un silence s'ensuivit. L'horloge fit entendre son tic-tac.
Le radiateur cliqueta. Très bien, dit-il, mais le mot résonna différemment cette fois, plus lourd, d'un poids que même son contrôle habituel ne pouvait dissimuler. J'ai besoin que tu comprennes pourquoi, dit-elle. Tu ne me dois aucune explication. Je ne t'en donne pas une parce que je te le dois. Je t'en donne une parce que tu mérites de l'entendre. Il attendit. Je suis venu ici parce que je mourais de faim. Je suis resté parce que je guérissais. Et maintenant, je dois partir parce que si je reste plus longtemps, je vais commencer à avoir besoin de toi. Et je ne peux pas avoir besoin de toi, Rafferty. Pas à cause de Callum. Pas à cause du passé, mais parce que j'ai passé 4 ans à n'avoir besoin de personne, et je dois savoir que je peux me tenir debout seule avant de pouvoir me tenir à côté de quelqu'un d'autre. Elle marqua une pause. Elle toucha sa clavicule. Ce geste qu'il avait mémorisé. Même toi, dit-elle. Surtout toi. Il la regarda par-dessus le bureau. Cette femme qui était arrivée sur du carton et qui repartait sur ses 2 pieds. Cette femme qui avait survécu à la pauvreté, au chagrin et à la trahison, et qui en était ressortie non pas guérie, pas encore, mais intacte, fonctionnelle, capable de choisir. Tu auras toujours une place ici, dit-il. Ce n'est pas une condition. C'est un fait. Je sais. Et le jardin. Je reviendrai pour les roses, dit-elle. Elles ont besoin de quelqu'un. Moi aussi, dit-il très doucement. Les mots étaient sortis avant qu'il ne puisse les arrêter. Il les regarda se poser sur son visage et vit l'impact. Ses yeux s'agrandirent, puis s'adoucirent, avant de redevenir fixes. Je sais, dit-elle. C'est l'autre raison pour laquelle je dois partir. Elle se leva, contourna le bureau. Elle se tint devant lui, assez près pour qu'il voie la cicatrice sur son sourcil, la fine ligne où l'épine avait cicatrisé sur son pouce. Elle se pencha et l'embrassa une seule fois sur le front, là où ses cheveux gris commençaient. Un baiser qui n'était ni romantique, ni passionné, mais quelque chose de plus ancien et de plus complexe. Une bénédiction, une frontière, une porte laissée ouverte. Merci, dit-elle, pour la chambre, pour la nourriture, pour la vérité. Merci à toi, répondit-il, d'être resté assez longtemps pour l'entendre. Elle partit cet après-midi-là. Elle emporta le pulvère, le Tchekhov et le journal. Elle laissa ses gants de jardinage sur le banc dans le jardin. La librairie l'embaucha. Elle trouva un appartement, un studio sur la 3e avenue, petit, avec une fenêtre qui recevait la lumière du matin. Elle travailla, elle lut, elle reconstruisit pièce par pièce l'architecture d'une vie. Rafferty n'appela pas. Il ne lui rendit pas visite. Il n'envoya ni fleurs, ni argent, ni service de protection. Il fit ce qu'elle lui avait demandé, il la laissa se tenir debout seule. Et ce fut la chose la plus difficile qu'il ait jamais faite. Plus difficile que la négociation Pavlovitch, plus difficile que l'appel téléphonique, plus difficile que n'importe quelle nuit à 3 heures du matin à calculer le coût de ses décisions. Mais chaque samedi, il allait au jardin vérifier les roses. Et chaque samedi, il les trouvait soignées, les fleurs fanées coupées, la terre retournée, les tiges attachées à leur support. Elle venait quand il n'était pas là. Elle tenait sa promesse. Il tenait la sienne. En juin, un samedi, il alla au jardin et trouva quelque chose sur le banc à côté des gants qu'elle avait laissés derrière elle. Un livre, neuf, avec l'étiquette de la librairie sur le dos. C'était du Tchekhov, pas le même recueil, mais un autre. Un volume de sa correspondance. À l'intérieur de la couverture, d'une écriture qu'il reconnut, elle avait écrit « Pour R. Celles-ci sont meilleures que les nouvelles. » Dans ses lettres, il dit la vérité. V. Il s'assit sur le banc, tint le livre et regarda les rosiers en pleine fleur, rouges, vivants, et le jardin que sa mère avait planté et que la femme de son frère avait sauvé. Il comprit que ce n'était pas une fin. C'était un intervalle, le genre de silence entre 2 mouvements d'un morceau de musique, où le silence contient tout ce qui a précédé et tout ce qui va suivre. On s'y assoit, on respire et on attend parce qu'on sait. On le sait de cette façon qui compte, dans le corps et dans le sang, que la musique n'est pas finie. Elle vient tout juste de commencer.